Bonjour à tous. Écoutez, il est 13h01, donc je pense que nous allons démarrer puisque vous êtes là. Et je suis toujours ravie de voir autant de personnes et qui ont des projets chaque année. C'est toujours hyper enthousiasmant. Et donc je suis ravie de partager quelques idées avec vous et quelques points qui me semblent particulièrement importants pour bien démarrer tout au début de l'aventure. La conférence va durer à peu près 30 minutes, 35 minutes. Et bien sûr, après, j'attends vos questions pour des points que j'aurais soulevés, mais pas suffisamment, ou pour d'autres questions. Elles sont toujours les bienvenues. C'est toujours un moment d'échange qu'on pourra continuer sur le stand d'Uno autour d'une dédicace tout à l'heure, juste à la sortie. Il y a un stand d'Uno. Voilà. Donc l'idée, c'est de parler... Alors, je me présente, 2 secondes rapidement. Moi, je suis prof émérite de Dauphine, où j'ai créé un master entrepreneuriat. J'ai fait toute ma carrière, à part quelques années dans une multinationale, mais en relation avec des PME. Donc, je me suis toujours intéressée aux PME, aux TPE, et de là à la création d'entreprises. Je suis auteur chez Duno depuis de nombreuses années, donc je vous montrerai à la fin les différents titres que l'on a sortis autour de la création d'entreprises et de l'entrepreneuriat. Et je suis toujours conseil auprès de jeunes entreprises en croissance qui démarrent et qui ont une belle perspective de croissance. Et j'ai dû aider entre 120 et plus, 150 peut-être, créateurs d'entreprises qui sont pour la plupart toujours très actifs et en bonne santé. Donc c'est plutôt un bon point, notamment pour eux, évidemment. Donc voilà, l'idée cette année pour cette conférence, c'était de se centrer sur une partie du business model et du business plan, mais tout au début, pour ne pas perdre de temps et avoir le plus de chances de succès dans son projet. C'est vrai que très souvent, on peut imaginer des questions du style c'est quoi le meilleur statut social ? Pas du tout au début. C'est quoi le meilleur financement ? Pas du tout au début, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Mais mon idée, elle est géniale, donc elle va marcher. Et ben, c'est pas aussi évident que ça. Il va falloir quand même l'affiner un peu, la confronter et passer finalement du rêve à la réalité. Donc je vais être un peu poil à gratter pour effectivement vous montrer comment on peut concrétiser son idée de business pour démarrer dans les bons rails, pas perdre de temps, pas perdre d'argent, c'est quand même important avant d'aller plus loin. Voilà. Petit sondage rapide, qui a un projet dans les services ? Ok, qui a un projet dans l'industrie ? Ouais, ça manque en France, c'est sûr. Dans le e-commerce ? Ouais, on voit les vagues successives. Dans un projet artisanal, qui peut être de service ou de production, mais dans un domaine artisanal. Ok, voilà. Bon, après, on peut continuer, c'est pour voir un petit peu vos types de projets. Alors, démarrons tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il faut donc passer par cette phase de concrétisation et passer du rêve à la réalité ? Parce qu'à chaque fois, on pense que son idée est la meilleure. Heureusement, si on ne commence pas par se dire que son idée est la meilleure, voilà, vaut mieux peut-être faire autre chose. Mais cette idée est la meilleure, elle n'est peut-être pas meilleure pour tout le monde. Donc, il y a quelques principes à respecter et on est obligé, pour ce faire, de rendre le plus concret possible son idée. Si je vous dis ce matin, moi j'ai une idée de cosmétique à base de fleurs, ok, c'est un projet, c'est une idée. Mais chacun d'entre vous, dans votre tête, vous avez une idée de ce que je dis. C'est-à-dire que vous la transposez en vous disant, tiens, c'est liquide, c'est solide, c'est pour les femmes, c'est pour les hommes, c'est tel type de fleurs, c'est vendu en grande surface, c'est vendu en pharmacie, etc., etc. Et en fait, on ne parle pas du tout de la même chose, parce que mon projet à moi, ce n'est pas du tout ça. D'accord ?
Donc, pour parler avec les autres, pour se confronter à la réalité, il faut qu'on parle le même langage, qu'on soit en phase. Okay. Donc ça, c'est vraiment important. Et pour ce faire, il faut concrétiser son idée. Ça veut dire qu'il faut que je vous montre concrètement à quoi ça va ressembler, à partir de quel type de fleurs, où je vais le vendre, pour quel type de clientèle, avec un petit schéma, une petite photo, on verra. Mais il faut que ça soit concret très vite. Et on met en place, on travaille avec 2 principes qui sont vraiment essentiels, connus, mais que de temps en temps on oublie parce que c'est un peu compliqué ou on n'a pas très envie de s'y arrêter. Le premier, c'est le principe de Lean Startup. Ça veut dire qu'il faut aller vite. Il faut aller vite et il faut sortir de sa zone de confort pour sortir un produit ou un service absolument pas parfait, le tester, l'améliorer et l'améliorer sans cesse. Les meilleurs exemples, c'est bien sûr l'informatique, les logiciels. Vous en êtes à la version V, je ne sais pas quoi, de votre logiciel habituel. Ils ont commencé par V0, ils l'ont testé. Alors auprès d'une petite population, on va voir. Mais après, c'est sorti sur le marché en V1, et puis en V1.5, et puis en V2, et puis etc. Et je dois dire qu'on a un défaut, nous, cartésiens, bien français, c'est de vouloir tout régler et tout ça tout bien fait, parfait, etc., avant d'y aller. Et si on veut que ça soit tout bien, parfait, etc., on n'y va jamais, parce que ça va prendre des temps et des temps et des temps, puis on va se lasser, et puis le marché aura changé, etc. Donc il faut être conscient qu'on va sortir, on va pas sortir un truc vraiment pas beau, j'allais dire un mot pas sympa, mais on va sortir quelque chose qui sera imparfait, mais on sait que c'est imparfait, et on va ne pas s'arrêter là, mais aussitôt l'améliorer, le tester, l'améliorer et sortir les versions suivantes. Et ça, c'est un principe vraiment essentiel, et ça permet d'aller vite, parce que le marché évolue, les clients évoluent. Vous, en tant que client, vous changez d'avis souvent. Donc si on attend d'être vraiment parfait, le marché il est parti ailleurs. Okay, donc ça, c'est vraiment le premier principe. Il faut aller vite et il faut se dire qu'on n'est pas parfait, mais qu'on va s'améliorer et qu'un jour, on sera proche de la perfection, peut-être. Et puis, le deuxième principe, c'est le principe de la frugalité. Ça veut dire qu'il faut faire ça à moindre coût. Ça veut dire que moi, de temps en temps, j'ai rencontré notamment des élèves ingénieurs qui voulaient faire des maquettes, des prototypes, des trucs, et ça coûte 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, et on n'est même pas sûr que ça va marcher et que ça va rencontrer un public. Donc c'est quand même idiot. Il vaut mieux faire quelque chose de pas très fini, de bricoler. On parle de bricolage entrepreneurial et ce n'est pas du tout un vilain mot, c'est de la réalité. Et puis, comme ça, c'est à moindre coût. On est sûr qu'on est bien en phase avec son marché, qu'on est bien à côté de la concurrence et qu'on va pouvoir continuer. D'accord ? Il faut être ce que j'appelle, moi, radin malin. Ça veut dire pas mettre tout son argent dès le début si on ne sait pas trop où on va. Donc, avec ces 2 principes de Lean Startup, de frugalité, on va arriver à concrétiser son idée. On va pouvoir parler le même langage avec les autres à l'extérieur de sa bulle ou de son cercle restreint. Mais évidemment, il faut sortir de sa zone de confort. C'est pour ça que je disais que j'allais être un peu poil à gratter, mais ça fait partie du rôle d'accompagnateur, notamment au début, pour poser les bonnes questions. Donc voilà le pourquoi centrale de cette réalité. Alors, évidemment, l'objectif, c'est de passer étape par étape, mais rapidement, de l'idée, donc de mes cosmétiques à base de fleurs, l'idée de ce matin, à cette idée, elle doit devenir une proposition de valeur pour les clients. C'est-à-dire que ça doit apporter un plus. Vous devez apporter un avantage compétitif, un avantage concurrentiel à cette cible de clients. Donc ça doit passer d'une idée dans votre tête à une proposition de valeur, donc quelque chose de concret pour la cible de clients que vous visez. À partir de cette première proposition de valeur, c'est pour ça que je l'ai appelée numéro 1, on va la tester
On va la tester sur un petit nombre de futurs clients. On ne va pas se lancer non plus dans une grande envergure pour se ramasser des réflexions négatives, mais une petite population. On va améliorer tout de suite ce qui pêche un petit peu pour arriver à la proposition de valeur numéro 2, qui, on l'espère, sera la véritable proposition de valeur. D'accord ? Pour au moins se lancer, et après on améliore en permanence, on innove tout le temps. Alors, plus précisément, pour passer de cette idée, de votre idée, à cette proposition de valeur numéro 1, donc je l'ai dit, je vais le répéter souvent, mais il faut sortir de sa zone de confort, on va faire plusieurs choses dans l'ordre. D'abord, on va se centrer sur les clients. Et là, on peut utiliser, alors ce sont des outils, on les utilise ou pas, mais ça peut vraiment aider. On peut utiliser le design thinking, par exemple. Je vais vous le montrer juste après. Ensuite, on va analyser le marché pour savoir sur quels clients on se cible. Au départ, on n'a pas les moyens, on n'a pas la crédibilité, on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent pour se concentrer sur tous les clients possibles. Donc avec mes cosmétiques à base de fleurs, peut-être mon cœur de cible, ça va être les femmes de plus de 50 ans. Bon, pourquoi pas. Ou au contraire, les jeunes de 16 à 22 ans. OK ? Mais arriver à trouver sur quel client on va démarrer, parce qu'on utilise aussi un principe de réalité là, c'est qu'il faut se simplifier la vie. On ne va pas essayer d'atteindre les clients les plus difficiles de la Terre, mais on va chercher à avoir des clients rapidement. Ensuite, bien sûr, on va se centrer sur leurs usages, on va y revenir. On va analyser la concurrence, parce que j'espère que vous avez de la concurrence. Alors, évidemment, pas énormément, parce que c'est difficile de se faire une petite place, mais que vous avez de la concurrence. Arriver le premier sur un marché, des fois on se dit « Ah, c'est chouette, je suis le premier, il n'y a personne, je n'ai pas de concurrent, etc. » Alors là, on est quand même très très prudent quand on est de l'autre côté de la barrière, parce qu'il y a toujours de la concurrence, voire de la concurrence indirecte, mais il faut qu'il y ait de la concurrence, parce que ouvrir un marché, c'est-à-dire se concentrer sur des clients qui n'ont pas l'usage, qui n'ont pas l'habitude, etc., ça prend du temps, ça demande des efforts, et donc ça coûte de l'argent. Une fois qu'on a étudié le marché de la concurrence, on va pouvoir revenir sur son idée, et cette idée, elle va pouvoir se concrétiser en une première proposition de valeur, ce qu'on appelle un Minimum Viable Product, le fameux MVP. Et le MVP, bien sûr, il est plus facile à concrétiser pour un produit que pour un service, mais on peut aussi le concrétiser pour un service, il n'y a aucun souci. On va tester ce MVP, on va l'améliorer comme on a vu, on arrivera au MVP 2, on le reteste rapidement et normalement, après, on peut continuer. Donc je vais vous remontrer cette slide à chaque fois, à chaque étape pour bien recaler les choses. Donc premièrement, on se concentre sur ses clients. Quel type de client on va viser, au moins au départ. Après, bien sûr, on va aller plus loin. Mais comment on peut trouver cette idée? Comment surtout on peut l'enrichir? Alors évidemment, on peut être curieux via des voyages, etc. On peut partir de ses expériences, de ses compétences, de ses préférences, de son job d'avant, de ce qu'on aime bien faire. On peut partir des manques de sa vie. Qu'est-ce qui me manque? Voilà, j'aimerais bien avoir telle et telle chose quand je me promène, quand je suis en voiture, quand je voyage, etc. On peut consulter des sites spécialisés qui donnent des idées, mais vous êtes là, donc vous avez des idées. Et on peut aussi utiliser un peu de créativité pour améliorer son idée. Et donc là, ça permet aussi de l'enrichir. Et ce qui est intéressant, c'est cette fameuse démarche de design thinking qui vient effectivement des designers et qui permet aussi de sortir un peu de sa zone de confort en essayant de mixer ces trois éléments, c'est-à-dire ce qu'on désire faire. Voilà.
ce que l'on désire faire ici, sa faisabilité, est-ce que c'est faisable? C'est-à-dire que j'ai une très bonne idée, mais finalement, c'est très, très compliqué à mettre en œuvre. Ça va prendre des temps et des temps. Et puis peut-être que ça ne va rien donner, ou déjà des concurrents ont déjà essayé et ça n'a pas marché. Donc voilà. Et puis bien sûr, la viabilité, ça veut dire l'efficacité économique. Exemple, j'ai une très très bonne idée et les clients peuvent attendre. C'est assez facile à mettre en œuvre. Par contre, j'ai des tonnes de concurrents et pour trouver ma place, ça va quand même être difficile. Donc, vous voyez, on essaye d'arbitrer, c'est de l'arbitrage, entre ces trois éléments-là pour trouver l'idée idéale ou la solution idéale qui va, elle aussi, évoluer au fur et à mesure du temps. Mais c'est intéressant de partir de cette réflexion-là pour ne pas rester centré sur son idée de base, mais aussi la confronter déjà à la faisabilité ici. Est-ce qu'il vous faut, par exemple, une organisation, il vous faut 10 personnes pour que ça fonctionne, alors que vous voulez démarrer en solo? À ce moment-là, il faut trouver quelque chose... bon, il va falloir réfléchir. Est-ce que c'est viable économiquement ou pas? Vous avez besoin de ressources rapidement et votre projet va être rentable qu'au bout de 2-3 ans parce qu'il est un peu techno. Là aussi, il va peut-être falloir trouver quelque chose avant d'intermédiaire. Donc voilà un type de démarche qu'on peut mettre en œuvre tout seul ou à plusieurs ou avec son entourage pour essayer d'aménager déjà cette idée. On reste au temps de l'idée dans sa tête, mais déjà la faire bouger un petit peu et la confronter déjà à la réalité. C'est déjà un premier stade et je vous assure que ça fonctionne vraiment bien. On a fait ça encore avec des étudiants d'école de chimie hier matin et ça apporte vraiment des choses intéressantes dès le début de se dire mais est-ce que ça peut servir, est-ce que ça peut être rentable, est-ce que c'est faisable, dans quelles conditions, etc. Donc ça c'est le premier point, le premier stade. Pour se concentrer sur les clients. S'imaginer quel type de client on va pouvoir toucher. Ensuite, on va analyser le marché. Parce qu'on est forcément sur un marché qui existe. Et j'adore cette citation de Théodore Levitt, qui était un des papes du marketing, qui disait toujours « Il ne faut pas regarder son idée ou son produit par le petit bout de la lorgnette. Il faut toujours essayer de le regarder un peu de loin. » Une bande dessinée, c'est pas simplement des pages, un livre, c'est un moment de plaisir, un moment de détente pour tel type de population. D'accord ? Alors, de quoi a-t-on besoin de regarder sur le marché ? On n'est pas là pour faire des grandes études style l'INSEE ou autre, mais on a besoin de quelques indicateurs qui vont vraiment nous permettre de positionner ce marché et de voir quels sont ses points forts et ses points faibles. Tout d'abord, on va regarder la demande actuelle. Des produits similaires. Donc, vous voyez bien l'idée de Théodore Levitt, des produits similaires. Donc, si vous voulez fabriquer, éditer des bandes dessinées, les bandes dessinées, ça coûte, par exemple, 20 €, ou en tout cas celle que vous visez, coûte 20 € et on la lit en 2 heures. Quelles sont les activités qui procurent la même détente, le même plaisir pour 20 € et en 2 heures? Et peut-être que c'est la piscine. Ça n'a rien à voir avec l'édition. Mais peut-être que c'est un cours à la piscine qui détend en 2 heures. D'accord ? Donc on regarde les produits ou les services similaires. Donc bien sûr, la demande en de volume, en valeur, l'évolution. Est-ce qu'on est sur un grand marché, sur un petit marché, sur un marché segmenté, sur un marché au contraire très concentré, pour savoir comment on pourra s'y prendre après. Et on a la chance, si vous visez le marché français, en tout cas pour commencer, d'avoir des tonnes d'informations. Donc au contraire, plutôt il vaut mieux... c'est même très utile de les confronter pour être sûr d'avoir les bons chiffres, parce que quelquefois, il y a des coquilles dans les journaux ou des choses comme ça.
pour être vraiment sûr des bonnes informations. On n'est jamais à la virgule près, au centime près, etc. C'est des grandes données. C'est 3000 ou 3002, c'est pareil pour démarrer. Par contre, 3000 et 25 000, évidemment, ça, c'est pas la même chose. Ensuite, on va essayer de trouver, et là aussi on a beaucoup d'informations, sur les comportements d'achat actuels des clients qui sont sur le marché actuellement. Est-ce qu'ils sont satisfaits ou non? Est-ce qu'ils sont fidèles ou non? Qui sont-ils, justement, par catégorie? Donc on va pouvoir faire des typologies de clients. Si on est en B2B, on est en typologie de clients classiques, grande entreprise, moyenne, artisan, telle région, telle taille, etc. Et si on est en B2C, en grand public, on peut catégoriser et pareil, faire des typologies de clients et arriver, les personnaliser avec ces fameux personas en disant il y a Paul qui a 45 ans et qui est client amateur, nanana. Et puis il y a Marie qui a 25 ans et qui est c'est son premier achat et elle est absolument infidèle dans ses achats. OK ? Donc, comment se comportent les clients pour pouvoir trouver après, vous, un angle d'attaque. Et puis, voir surtout, là, ce qui est intéressant, voir les points d'achoppement pour les clients actuels, qu'est-ce qui ne leur plaît pas, pour voir si vous pouvez apporter justement ce plus pour vous différencier. Ensuite, la technologie. Tout à l'heure, on a parlé de faisabilité. Est-ce qu'il y a une technologie importante, pas importante, facile d'accès, coûteuse ou pas ? Est-ce qu'on peut contourner cette technologie et faire autrement ? Les contraintes réglementaires, donc ça c'est évident, il y en a de plus en plus, on empile, hein, les fameuses contraintes françaises, européennes, mondiales, enfin bon voilà. Mais on peut aussi surfer sur des contraintes. Par exemple, le jour où il a fallu que les motards sur tel type de centimètres cubes portent des casques, c'est une opportunité pour fabriquer des casques pour cette catégorie de population-là. Et puis, on en arrive enfin au dernier point qui est vraiment important, qui sont les facteurs clés de succès pour les clients. Donc, c'est les facteurs clés de succès pour les clients actuels. Donc, on n'a pas à les définir, nous, c'est les clients. Donc, quelquefois, on a de la chance de trouver une étude, un sondage qui a été fait et qui les donne comme ça, par ordre d'importance, par hiérarchie, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ça, c'est top. Si on n'a pas cette chance-là, il faut, en décryptant les tendances du marché et des comportements d'achat, trouver les facteurs clés des clients. Et ça, c'est vraiment important parce que les clients achètent en fonction de leurs besoins, de leurs attentes, de leurs envies, à un moment précis. Donc là, il faut avoir des informations vraiment actuelles. Ça veut dire que si aujourd'hui, là, je vous dis, pensez, vous voulez acheter un vélo. Quels sont les 3 critères pour vous pour acheter un vélo ? Et donc, chacun d'entre vous va avoir 3 critères et ils vont être différents. Si on les amalgame par typologie de population, alors soit les femmes, les hommes, soit les plus jeunes, les plus vieux, soit les citadins, les moins citadins, quel que soit le mode de classement, on va arriver à une typologie de facteurs clés de succès, un classement. Peut-être que le classement, c'est 1, le prix, 2, le design, et 3, l'électricité, assistance électrique. OK ? Donc ça, c'est hyper important aussi pour aménager votre idée après et pour être en phase avec ces critères, ces facteurs clés de succès. Je vous donne un exemple, un contre-exemple. Un jour, j'ai été appelée en tant que consultante dans une entreprise traditionnelle, ancienne, qui fabriquait des bidets, des lavabos, des baignoires, etc. Traditionnels, solides, qui durent toute sa vie, en blanc, comme on peut avoir dans les maisons de campagne des grands-parents, voilà. OK. Et puis, ils se vendaient très très bien depuis des années, et d'un seul coup, depuis 2-3 ans, les ventes chutent. Ils me disent, bon, on doit être trop cher par rapport, on a fait un relevé de prix, on est trop cher, il faut baisser les prix. Attendez, on va déjà regarder, peut-être que ce n'est pas la bonne solution. Et en regardant, en travaillant bien sûr sur les facteurs clés de succès des clients, les clients voulaient des lignes absolument apurées et pas à l'ancienne, et de la couleur. Évidemment, des lignes un peu lourdos et blanches, on n'est pas en phase.
Donc ça ne sert à rien de baisser les prix parce qu'on ne va pas vendre. OK ? Donc c'est intéressant aussi tout de suite de se dire, voilà, les clients veulent par exemple du design. Est-ce que dans mon projet, j'avais une idée déjà de design ? Ou si je ne l'ai pas, est-ce que je peux la rajouter sans dénaturer mon projet ? Et ça, c'est vraiment hyper important, surtout si vous démarrez, il faut être en phase avec les facteurs clés de succès des clients. Donc, avec toutes ces données-là sur le marché actuel, données les plus actuelles possibles, les plus actualisées possibles, parce que les clients changent d'avis. Avant les vacances et après les vacances, on n'a pas forcément les mêmes facteurs clés de succès. Donc, voilà. Il faut avoir des infos très actuelles. Et à ce moment-là, on peut faire une chose toute bête, toute simple, un petit tableau avec les points forts et les points faibles. Et évidemment, on synthétise. Là, j'ai mis 5 points forts, 5 points faibles, parce qu'en général, ça suffit un peu si on les agglomère un peu, pour voir quels sont les points forts et les points faibles du marché, pour pouvoir déjà se dire, avec mon idée, comment je peux réagir. Est-ce que c'est possible de réagir ? Et donc, ça va vite. On fait la même chose avec la concurrence. Donc, on peut aussi déjà regarder sur quel type de client on va pouvoir cibler à partir de ça. Et donc, rappelez-vous, mais ça vous le savez évidemment, vous avez des moyens limités, vous avez un temps limité, vous avez une crédibilité limitée parce que vous démarrez, vous n'êtes pas connu sur le marché. Et vous pouvez choisir vos clients en fonction des points forts, des points faibles, de tout ce qu'on a vu. Des clients qui sont faciles d'accès, donc ça va aller vite et vous aurez du cash rapidement, ce qui est quand même intéressant. Des clients qui sont nombreux et donc vous aurez un gros volume de chiffre d'affaires. C'est une autre stratégie. Des clients qu'on peut avoir très rapidement. Alors, ça veut dire que là, on évite tous les marchés des collectivités, surtout pour démarrer. C'est des marchés énormes, c'est des marchés hyper intéressants, mais en année 2, en année 3, quand on a du temps, quand on a du cash. Parce que répondre à un appel d'offres, ça prend du temps. L'appel d'offres, le temps qu'il arrive et qu'il passe et que ce soit sélectionné et qu'on vous achète des trucs et qu'on vous les paye, il faut un temps considérable. Donc, on oublie ça. Par contre, des clients qui peuvent répondre très vite, qui peuvent dire « Ok », donc dans des petites, si on est en B2B, dans les petites structures en général, le patron, si ça lui plaît, il dit « Oui, ok, banco » et c'est bon. Dans une grande structure, ça doit souvent remonter, hiérarchie, c'est un peu plus long. Et si bien sûr on est en B2C, ça va plus vite. On peut aussi choisir des clients les plus rentables, c'est-à-dire une niche de marché très rentable, pourquoi pas, c'est aussi une stratégie qui va dépendre de ce que vous voulez faire, de ce que vous pouvez faire. Et si vous voyez ça, ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire, etc., on revient à l'idée du design thinking. Voilà, déjà, on a affiné son idée, on est en train de la concrétiser, de l'aménager par rapport à l'idée du début. Alors, je reprends cette idée parce que j'y ai pensé en venant tout à l'heure, en voyant une pub de cosmétiques à base de fleurs. Donc, deuxième temps, aussi rapidement, on fait la même chose pour la concurrence. Et donc, on a vu concurrence directe, concurrence indirecte. On pense toujours à la concurrence directe parce que c'est ceux qui sont frontalement... on va être confronté frontalement à eux. Mais il y a toute la concurrence indirecte qui peut être beaucoup plus embêtante parce qu'elle peut venir d'un autre secteur et elle peut aussi avoir des moyens plus importants. Voilà. Donc, il ne faut pas l'oublier non plus, cette concurrence indirecte. Et on va faire la même chose. Donc, on a... Bon, il y a un slide qui a sauté. On va faire un grand tableau avec concurrent, le leader, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, la date de création, le nombre d'innovations, le chiffre d'affaires, le nombre de personnes, le lieu, etc. La plupart des critères qu'on trouve un peu partout. Et évidemment, Monsieur Google nous aide bien avec ce genre d'informations pour arriver là aussi à point fort, point faible.
Est-ce qu'on a 3 concurrents, mais ils sont énormes, ou est-ce qu'au contraire, on a 25 concurrents, mais éclatés un peu partout? Est-ce qu'ils sont tous concentrés dans la même zone géographique ou pas? Est-ce qu'ils innovent beaucoup ou pas du tout? Est-ce qu'ils sont en évolution de chiffre d'affaires ou pas? Et avec ces informations-là, je reviens sur cette diapositive-là. On est parti d'une idée. On a commencé à aménager son idée avec le design thinking. On a commencé à confronter son idée avec le marché pour déjà un peu la structurer. On la confronte aussi avec les concurrents, donc encore une fois, et on va pouvoir arriver cette fois-ci à la concrétiser véritablement pour parler le même langage. Et concrétiser cette idée avec ce fameux MVP, Minimum Viable Product, c'est finalement très très simple. Ça veut dire qu'on peut faire une landing page si on a un site internet ou 3 photos d'appli pour voir comment ça va fonctionner. Ça peut être un dessin, ça peut être une photo. On bricole même des photos qui existent pour que ça ressemble à ce qu'on veut faire. On peut faire une petite maquette, là aussi bricolée, papier, carton, avec tout ce qu'on a sous la main, pas besoin de demander et de dépenser beaucoup d'argent. On peut faire un petit film, on peut faire une vidéo avec son téléphone, voilà, en 2 minutes, on présente son idée. Et donc là, quand on présente son idée, on va se céder un peu du principe de l'elevator pitch. Qu'est-ce que je peux dire en 2 minutes ? Je rencontre Alain Bossetti, là, le patron du SME. J'ai une nouvelle idée à lui proposer. Et Alain, il est toujours dans les couloirs, il est toujours en train de voir plein de monde. Et voilà, j'ai 2 minutes maximum pour lui expliquer ce que je veux faire, pour qui, à quoi ça sert et ce qu'on va gagner. Et donc, on peut le faire avec un film, une vidéo, une petite plaquette de présentation. Si on est dans les services, une plaquette de présentation, si vous voulez ouvrir un pressing avec un principe tout à fait nouveau, une photo à la limite de la devanture ou une photo de votre technologie si pardon, elle est particulière. Et puis une plaquette des tarifs, des prix, ce jour d'ouverture, l'endroit où ça va être situé. Et déjà, on va voir les choses. Si vous voulez aussi ouvrir, je sais pas, un restaurant, une photo, un dessin, le back-office, le front-office, ça va situer où, le type de table, les couleurs, l'ambiance, les plaquettes, le menu, etc. Et là, à ce moment-là, on va parler de la même chose. Et vous allez, ça paraît idiot, peut-être ce que je vous dis là en ce moment, ou basique, mais vous allez gagner un temps fou de ce passage-là, de votre idée dans votre tête, même si c'est très structuré dans votre tête, mais de la concrétiser et de pouvoir la présenter et de pouvoir en discuter. Parce qu'il faut en discuter. Il faut en parler, il faut la présenter. On reviendra là-dessus parce qu'en général, on se dit « Oh, non, on va me prendre mon idée, alors je vais garder ça secret. » Non, il faut au contraire sortir son idée et montrer. Donc voilà, on peut concrétiser ça très rapidement. Et entre le moment où on part de son idée, où on travaille un peu en design thinking, où on regarde le marché, on regarde la concurrence, on arrive à ça, sur des projets simples, et ce n'est pas du tout péjoratif, mais sur des projets, je dirais, habituels un peu, en 8 jours, 15 jours, vous pouvez sortir ça. Et donc, ça va très vite. Et vous n'allez pas vous engluer dans des grosses études et des trucs qui prennent du temps et de l'argent. Et bien sûr, le principe du Lean Startup, c'est on a son MVP, on le teste, on l'améliore, on apprend des choses, on l'améliore, et on a le MVP numéro 2. Comment on le teste ? Alors, chose assez simple, on peut faire des entretiens avec des experts. On va voir des experts, et à le salon, là, on peut en discuter avec plein de gens. On a un projet qui concerne les seniors. Il y a en novembre le salon des seniors. Il y a tout un marché de la silver economy. On va voir des experts et on leur parle du projet. On leur montre justement et on peut leur montrer des choses et avoir leur avis. Alors tout de suite, j'appuie sur un point. On parle de à quoi ça sert.
Pas comment ça marche, pas comment vous allez faire ça, c'est votre truc à vous. Mais à quoi ça sert? Je veux vendre un système de sécurité mobile pour telle catégorie de seniors et ça va leur apporter ça. Voilà. Après, comment vous faites vous? Vous le fabriquez, vous sous-traitez, vous avez la technologie, vous avez un savoir-faire, etc. On ne le raconte pas, évidemment. Mais on peut montrer les choses. On peut aussi observer tout simplement les choses. On va dans la rue, sortir d'un magasin, on regarde un peu comment les gens se comportent, on peut les interroger. C'est facile. Et on a ce genre de remarques. On peut, si on a un projet un peu plus important, on peut faire des entretiens avec des clients. Alors, B2C, parce que les B2B, les industriels, enfin les entreprises ne veulent pas se mettre autour d'une table en général, surtout si on n'est pas connu. Mais on peut faire des petits groupes et avoir des entretiens et faire tester des choses. Vous voulez créer un nouveau système de pinceaux pour peindre des murs. Vous réunissez un petit groupe ou deux petits groupes de personnes, des bricoleurs avertis et des bricoleurs pas du tout avertis, et vous leur donnez des pinceaux, un bout de carton, un bout de mur, et ils peignent, ils essayent, et vous avez les infos. D'accord ? On peut aussi faire ça auprès de ce qu'on appelle donc ces gens-là observés ou entretiens, c'est ce qu'on appelle les early adopters, c'est-à-dire les gens les plus concernés par la question. On peut aussi envoyer des messages sur Internet. Je pense à une entreprise qui fabrique un bandeau spécial qu'on peut se mettre la nuit pour lutter contre les acouphènes qu'on a dans la journée ou peut-être la nuit aussi. Ils ont envoyé un message sur Internet en disant « Si vous avez des acouphènes et si vous êtes intéressé, répondez, envoyez votre mail. On vous envoie un exemplaire gratuitement. En échange de quoi, vous répondez à un questionnaire toutes les semaines pendant, c'était, je crois, 6 semaines. » Ils pensaient avoir des difficultés pour trouver des gens. Ils ont eu plus de 3000, 4000 réponses en une journée. C'est gratuit et c'est de l'observation réelle. On peut aussi se louer une boutique éphémère. Et comme ça, on teste, comme si on avait un vrai magasin. En réalité, pendant une journée, on voit les clients, on peut discuter avec eux, on peut voir leurs avis. Et on peut aussi, alors peut-être pas louer un stand sur un salon parce que c'est coûteux, mais au moins essayer de négocier une petite place sur un stand dans un salon pour aussi voir la réaction et obtenir les premiers retours des clients. Et ça, c'est vraiment important pour pouvoir, bien sûr, aller plus loin dans ce cas-là. Donc, j'ai repris le même cheminement. On part d'une idée, on la concasse un peu, on l'aménage, on regarde le marché de la concurrence, on a un premier MVP, on va le tester, on aboutit à un deuxième, on va le tester. Donc ces fameux early adopters, ce n'est pas toute la population, c'est une petite partie de la population. Et après, on peut, si le test est bon, en général au MVP 2, c'est quand même pas si mal, on peut aller sur le marché, on peut créer définitivement, travailler sur son business model, se lancer. Alors, ce business model-là, on le teste en plus grande envergure auprès des clients et de quelques experts. Et là, on peut se lancer. On continue à améliorer le business model 2, etc. Donc, moi, je me suis concentrée sur cette conférence, sur la première partie qui s'arrête avant le business model pour gagner du temps, encore une fois, aller vite, gagner de l'argent et être sûr qu'on est en face tout de suite avec ses clients. Donc ça, c'est un rappel du business model, mais ça, c'est en plus. Je vois que le temps tourne. Donc, quelques derniers conseils, un peu les mêmes. Sortez de votre zone de confort, surtout dès le début, même si c'est embêtant, mais voilà. Parlez de votre idée, on en a parlé, il faut absolument la confronter, en parler. Pensez client tout de suite, donc le design thinking peut vous aider beaucoup. Et concrétisez votre idée, effectivement, le plus vite possible. Donc ça peut être en 1 semaine, 2 semaines. Évidemment, si vous mettez 1 mois, c'est aussi valable, mais pensez à aller quand même très vite et à moindre coût pour continuer après le process. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin
tant qu'on n'a pas concrétisé cette idée et qu'elle n'a pas reçu des avis positifs des early adopters. Si les early adopters sont favorables, ça ne veut pas dire que l'ensemble des clients que vous visez seront favorables, mais on est déjà dans la bonne direction. Si par contre, à l'inverse, les early adopters trouvent que votre projet, votre proposition n'a pas d'intérêt pour eux, là, on est sûr que les clients ne vont pas suivre non plus. Donc, c'est important de passer à ça par ces étapes tout de suite, très vite. Voilà. Et alors, je ne sais pas pourquoi ça ne descend plus. À la prochaine, qui est là, avec la clé qui est juste. Voilà, pour terminer, donc vos questions, bienvenue. Et voilà les 3 principaux, il y en a d'autres, mais en tout cas par rapport à la création d'entreprises pure. La boîte à idées qui est vraiment dans l'esprit boîte à idées d'Uno, avec 67 outils, 2 pages ou 4 pages par idée. MVP, il y a 2 pages. Créativité, il y a tant de pages. Chiffre d'affaires, il y a tant de pages, etc. Ensuite, vous avez le deuxième en haut qui est centré là sur l'étude de marché, donc qui reprend le avant, le après, mais qui est vraiment sur l'étude de marché. Et le troisième qui est le livre le plus complet sur le business plan, où vous retrouvez tout plus en détail. Voilà. Donc, ça sera avec plaisir. Je vous retrouve après chez Duno et j'attends vos questions. Oui ? Oui, c'est faire de la veille. Alors, Google, premier temps, c'est pratique. Après, c'est aller sur le site des entreprises. Il y en a qui ont des sites extraordinairement bien faits, où on trouve les rapports annuels, où on retrouve un tas d'informations. Donc, il faut vraiment faire de la veille sur les concurrents les plus importants. Mais il n'y a pas d'outils. On peut faire appel à des cabinets, mais on n'en est pas là. Voilà. On prend ses petites mains et on fait ça tout seul. Mais on trouve beaucoup, beaucoup d'informations. Et bien sûr, on regarde les principaux. Si vous avez 28 concurrents, vous allez regarder peut-être les 3 premiers ou les 4 premiers. Et voilà. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y en a 28 et de voir la répartition de leur chiffre d'affaires. Il y avait une autre question, là. J'ai vu un autre bras. Oui ? Alors, c'est un peu les deux. Ça veut dire que si vraiment, vraiment, vous n'avez pas de concurrent du tout, à part sur les projets techno, où ça peut arriver parce que la technologie n'est pas encore arrivée, etc. Si vous avez vraiment zéro concurrent, en général, ça veut dire qu'il n'y a pas de clients. Par contre, si vous n'avez pas de concurrent sur Amazon, vous en avez peut-être sur d'autres plateformes. Voilà, donc regardez justement un peu les concurrents indirects ou ceux qui sont moins directs. Mais quand il y a vraiment zéro concurrent, à chaque fois on a un peu les cheveux qui se dressent sur la tête en disant « Oh là, c'est plutôt mal parti cette histoire ». Parce qu'il y a aussi des concurrents dans le monde entier. Ce qu'il faut imaginer, c'est pour ça que c'est intéressant de parler de son idée, c'est que là, en ce moment, je reprends mon idée basique de cosmétique à partir de fleurs. Je suis sûre qu'en Australie, en ce moment, ou au Japon, il y a au moins une personne qui a la même idée. Oui ? Alors, sans faire de pub, je sais que le site L'Oréal est bien fait et il y a des infos, il renvoie à beaucoup de choses.
Je ne suis pas une spécialiste des cosmétiques, même si je vous ai bassiné avec mes cosmétiques à base de fleurs. Par contre, c'est vrai qu'il y a des sites comme Rue de Baguette, comme BPI aussi, où on peut avoir des infos par secteur. Je suis sûre qu'il y a une petite plaquette de BPI sur le secteur. Et puis par principe de boule de neige, on regarde un truc qui renvoie à autre chose, et voilà. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Oui? Alors, c'est intéressant dans ce cas-là de bien regarder quels sont les points forts et les avantages concurrentiels des concurrents indirects. Et de voir si on peut transposer cet avantage, au moins un de ces avantages, sur votre marché à vous. Et de comprendre également pour quelles raisons aucune entreprise ne s'est déjà positionnée. Souvent, c'est parce que la technologie ne s'adapte pas, ou le coût du transport, par exemple, est trop important, ou la matière va se déliter, enfin pas tenir, de la chaleur au froid, des choses comme ça. Hein. Mais c'est quand même étonnant. Donc dans ce cas-là, vraiment plein de points d'interrogation et on regarde très très précisément. Autre question? Je ne vois pas l'heure. Non? Oui? Alors, ça dépend, je dirais, du stade où vous en êtes. Si vous voulez quelque chose de très précis qui se lit vite pour vous rappeler des outils ou des points précis, la boîte à outils est vraiment le truc idéal. Si vous voulez vous focaliser, vous êtes un peu plus avancé, donc on est au stade d'après ce qu'on a vu ici, sur l'étude de marché proprement dite, comment on fait, auprès de qui, etc. C'est celui-ci. Et si vous voulez avoir un avis complet sur la question, c'est celui-là. Voilà, c'est trois approches différentes. C'est bon? Bah, écoutez, merci. Bon business. Plein de réussite. Et à tout de suite pour ceux qui veulent.